Welcome back sur le podcast, j'espère que tout va bien pour vous. Dans l'épisode précédent, je vous ai parlé des notes du semestre 2 du Master 1 et de ce qui s'était passé en fait cette année. Et je vous ai un tout petit peu teasé en disant, je vais vous parler de mes apprentissages, de qu'est-ce que j'ai appris sur le métier de psychologue du travail et sur la psychologie peut-être de manière générale. Ça va beaucoup parler de posture et on va voir ça tout de suite. Alors ça va être condensé, je vais pas tout dire parce que sinon ça prendrait 3 heures, mais je vais vous donner ce que j'ai vraiment appris cette année ou ce qui m'a surpris. Et voilà, c'est l'épisode sur mes apprentissages. J'ai marqué. Je vous fais un petit peu une liste presque à la Prévert, mais peut-être le plus important que j'ai retenu en 4 ans d'études, c'est qu'on est très 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 dépendant du contexte. On parle toujours de dans le monde du travail ou peu importe, souvent on va vous dire c'est votre responsabilité individuelle, c'est à cause de caractéristiques individuelles, de votre personnalité, de plein de choses. Des fois, ça compte. Mais en fait, le contexte est bien plus fort que ce côté individuel. Donc, on est hyper dépendant du contexte. Et dans les analyses, en fait, on est souvent... On oublie ce côté un peu contextuel. Et bon, c'est un peu dommage. Et du coup, c'est là où nous, on doit être hyper vigilant. Si on prend un exemple, je sais pas, le burn-out, beaucoup d'entreprises vont dire bah oui c'est parce que la personne je sais pas va pas bien machin truc. Mais en fait on oublie de dire bah c'est peut-être l'entreprise qui a créé ça et du coup le contexte. Aussi j'ai noté ce qui est important ce n'est pas le trop de travail mais surtout ce qui empêche le travail. Ça c'est quelque chose de très important parce que souvent on se dit je prends l'exemple de burn-out ça pourrait être autre chose mais burn-out bah c'est parce qu'il a trop de travail beaucoup trop de travail il a pas su gérer machin truc. Mais en fait ce qui est plus important que ça et ça compte hein, évidemment le trop de travail mais ce qui est encore plus important c'est ce qui vous empêche de faire correctement votre travail. Des injonctions de votre manager, de la direction, vous n'avez pas les moyens. Enfin, c'est, c'est hyper complexe en fait, c'est pas juste trop de travail. Et donc la conclusion un peu de tout ça, peut-être de ces 4 ans, c'est que ça dépend du contexte et c'est toujours multifactoriel. Et jamais une seule explication qui va expliquer un phénomène. Souvent, c'est comme dans, si on prend quelque chose de plus clinique, le fait d'être, j'en sais rien, un TDAH, ok, il y a peut-être une partie génétique, mais il y a aussi une partie contextuelle, et il y a l'évolution de la personne. Enfin, on peut pas résumer tout à juste la personne. Souvent, c'est le contexte qui va faire beaucoup de choses, notamment le harcèlement, le burn-out, etc. Une phrase que j'ai bien retenue, que j'aime beaucoup, c'est le ça dépend. Je crois que la phrase exacte de notre professeur, c'était le niveau d'expertise d'un professionnel se mesure au ça dépend. En fait, ce que veut dire cette phrase, c'est quelqu'un qui arriverait et qui dirait ouais, on va faire ça, 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 et juste va dérouler, ou alors je sais pas, on va lui poser une question à cet intervenant et il va dire bah oui, c'est ça la réponse, c'est sûr. Bah, en fait, c'est plutôt un professionnel à qui on ferait confiance, c'est plutôt quelqu'un qui va dire bah en fait ça dépend de ce que vous allez me dire, ça dépend du contexte de l'entreprise, ça dépend. Voilà, je trouve ça important parce que c'est vrai que des fois on arrive avec des choses bien en tête, notamment quand on est étudiant, on va dire ouais on va faire ça, ça, ça. Et en fait petit à petit on se dit bah non en fait ça va dépendre, peut-être que cette équipe elle est trop petite pour faire ça, peut-être que là ça va pas bien se passer si on fait ce type d'atelier alors que ça s'est bien passé dans une autre entreprise, mais là il y a moyen que ça marche pas parce qu'il y a beaucoup je sais pas d'agressivité, j'en sais rien. Et du coup ça dépend, voilà, ça dépend. Bon je sais pas si ça fait écho chez vous mais moi ça m'a beaucoup marqué. Ce qui me fait dire aussi que la posture de psychologue elle est assez complexe, et j'y reviendrai un petit peu après. Qu'est-ce que j'ai retenu en 4 ans de licence? Tout est une question pour moi de rapport ou de relation. On parle toujours de la relation. En fait, c'est marrant parce qu'on parle souvent évidemment des relations humaines, de couple, de famille, de gens entre les gens. Mais en fait, on a aussi des relations avec plein de choses. Notamment, on parle de relation avec la nourriture ou de rapport à son alimentation. On dit mon rapport au sport ou ma relation au sport. En fait, c'est pas forcément d'humain à humain. Et on parle surtout, bah, pour nous, de rapport au travail. C'est quoi notre rapport ou notre relation au travail? Et moi, je sais pas, maintenant, je vois un peu tout comme une espèce de relation. Et je me demande comment la personne, c'est quoi son rapport au travail? Comment elle se définit par rapport au travail? Qui fait qu'elle aime pas son travail? Faut se poser un peu toutes ces questions, un peu de rapport, de relation. Donc le truc le plus utile que j'ai appris, réappris, ouais, appris hein, cette année, c'est la co-construction. Ça, ce mot est revenu
tout le temps. Co-concevoir, co-construire, faire des choses ensemble. Faire parler les gens entre eux, et pas faire des petites choses individuelles chacun de leur côté. C'est plus, il faut co-construire. Et d'ailleurs, souvent, c'est co-construire entre nous, les psys qui arrivons, et les personnes qui sont là. On va co-construire. On n'arrive pas en tant qu'expert en disant vous allez faire ça, c'est le plan d'action, vous allez faire tâche 1, tâche 2, tâche 3, et juste vous réfléchissez pas et vous le faites. Non, c'est pas du tout ça en fait. C'est là où il est hyper intéressant ce métier, c'est qu'il faut arriver. En fait, notre super pouvoir, si vous voulez, c'est un peu d'arriver à faire co-construire les gens, mettre plusieurs humains ensemble, des travailleurs, arriver à les faire co-construire des choses et qu'on construise aussi avec nous. Et du coup, il faut arriver à créer ça, à créer ces espaces, à arriver à faire parler les gens entre eux. C'est un peu ça notre super pouvoir. Et on ne fait pas parler les gens sur n'importe quoi. Et je vais dire un truc qui paraît peut-être simple et en même temps pas tant que ça. C'est qu'en fait, on parle jamais assez du travail. En équipe, en entreprise, on va souvent parler de l'organisation, de plein de choses, mais pas forcément de notre travail, de ce qu'on fait concrètement et comment, et aussi comment justement on peut améliorer tout ça. Et en fait, les gens parlent très peu de leur travail, ou alors c'est par petites bribes, en tout cas c'est ce que je comprends, hein. Évidemment j'ai pas une expérience professionnelle non plus énormissime, mais souvent oui on va demander des petites choses à nos collègues, mais on parle jamais collectivement un peu de voilà c'est quoi notre travail, qu'est-ce qu'on fait, et comment on peut améliorer, et en fait on parle de beaucoup de choses, notamment d'organisation, mais pas vraiment du travail en tant que tel. Sans transition, je reprends ma liste, j'ai noté que je ne serai pas chercheur, alors ça je pense que je le savais avant d'arriver, mais je confirme que je ne serai pas chercheur, en tout cas pas tout de suite, et je respecte beaucoup mes collègues et ceux qui font déjà des travaux de recherche, parce que ça prend un temps infini. Je vais résumer, moi j'ai aimé la recherche, mais en fait j'ai juste aimé faire les entretiens, un petit peu l'analyse, mais surtout les entretiens, justement d'être avec les gens, de comprendre leur vécu, de poser des questions qui m'intéressaient. Mais après, faire tout le travail de recherche, de revue de littérature, c'est pas mon délire en fait. Enfin, et c'est pas grave, hein, moi je suis plutôt là pour être psy du travail sur le terrain, on va dire. Et non, je sais pas, la recherche. Alors peut-être que je ferai comme une de nos professeurs qui a fait de la recherche 20 ans après avoir travaillé, en mode, bah en fait, elle se posait des questions. Et elle se disait, bah ouais, mais là, j'ai pas de réponse, du coup, je vais faire une recherche. J'aime trop la démarche. Et peut-être que ça m'arrivera, mais bon, pour l'instant, je pense que non. Après, si on revient sur le métier plus, on va dire, de psychologue, j'ai noté toujours avoir un contre-pouvoir. Parfois, ce qui manque dans les entreprises, c'est le contre-pouvoir. Et avant de parler de contre-pouvoir, qu'est-ce qui m'a le plus marqué? Des choses en fait, on en parle, mais en même temps, des fois, c'est pas vraiment conscient. Donc souvent, le plus important que j'ai retenu, c'est dans le monde du travail, il y a, comme dans le monde normal d'ailleurs, il y a les inégalités, la domination, le pouvoir et le contrôle. Et ces trois choses-là viennent foutre le bordel. Et comme dans la société au-delà du monde du travail, les inégalités, la domination, le contrôle, en fait, c'est ça qui fout le bordel. Et nous, on est là un petit peu pour, je sais pas, combattre ça. C'est pas toujours évident. Et s'il y a une solution face à ça, parce qu'on va pas tout éradiquer d'un coup, hein, mais j'ai noté qu'il fallait toujours avoir un contre-pouvoir. Parce que des fois, c'est vrai que dans les entreprises, on pense toujours aux grandes entreprises qui ont des syndicats, plein de choses. Mais en fait, il y a des endroits où il y a effectivement il y a le CSE qui peut être puissant, mais des fois, il n'y a pas vraiment de contre-pouvoir, notamment dans les petites sociétés. Et en fait, bah, il y a un peu le dirigeant ou la dirigeante qui est un peu en mode, bah voilà, c'est moi qui décide, et voilà. Évidemment, je parle pas de scope, etc., mais une entreprise, on va dire, classique. Et en fait, il n'y a pas de contre-pouvoir face à cette personne, on n'a pas justement de... Il y a un rapport de pouvoir, domination, où c'est cette personne-là qui a le contrôle. Bah, c'est pas évident pas forcément de renverser, mais d'être à son égalité, de lui dire les choses. Et ouais, c'est pas évident, hein, mais toujours avoir un contre-pouvoir face aux inégalités, la domination et au contrôle. Et j'ai noté, le capitalisme, ça craint pour le bien-être, la santé des travailleurs. J'y reviendrai un petit peu après. J'avais noté, on en a déjà parlé, c'est arrêter de faire appel à des fragilités individuelles. Par exemple, je vous dis, vous êtes assis, je prends une batte de baseball, je vous pète la jambe. Après, on zoome sur votre jambe, sans regarder le contexte. Donc on voit pas que je vous ai tapé avec une batte de baseball. On va se dire, ah, là, le monsieur, il y a une fragilité au niveau de la jambe. Mais en fait, si on regarde l'ensemble, on voit bien que c'est moi avec la batte qui a fait des dégâts, c'est pas une fragilité existante.
Je sais plus d'où j'ai tiré cet exemple, mais il est très parlant en fait. Parce qu'en fait, on fait toujours appel aux fragilités des gens. Il va pas bien, sa femme l'a quitté, j'en sais rien, des trucs comme ça. Mais en fait, on voit pas que c'est le contexte qui a tapé, tapé, tapé et qui a créé cette fragilité. Mais si on regarde pas le contexte, bah on se dit, ok, bah le mec il a juste un problème, il a un problème à la jambe et voilà, c'est un peu la faute à pas de chance. Bah non, en fait, c'est le contexte qui a fait ça. C'est les conditions de travail nulles, voire dangereuses, et tout le contexte de l'entreprise qui a fait ça. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on se bat. Et il y a un autre exemple qui est un peu dans le même style, qui est d'Adrien Chignard, il me semble. Il parlait d'intoxication alimentaire. Il disait, imaginez une cantine où il y aurait des travailleurs, ou même des enfants, ça marche. Voilà, il y a des enfants dans une cantine, ils sont en train de manger, et il y en a un qui se met à vomir à table. Et là on se dit, ah bah putain, le gosse il a une gastro, bah, ok, bon, ça arrive, individuel, il a une gastro. Et là il y en a un deuxième qui se met à vomir, on se dit peut-être qu'il a refilé la gastro, enfin voilà. Ou alors qu'il a mal au ventre, on sait rien. Puis là il y en a un troisième, un quatrième, un cinquième. Mais en fait, si on se dit pas, peut-être que c'est en fait une intoxication alimentaire, peut-être que c'est le plat de la cuisine là, qui va pas du tout et qui a foutu le bordel. Et du coup, c'est comme ça parfois qu'on traite le burn-out, j'ai l'impression. C'est en mode, ah bah ouais, lui, il est faible, il est fragile, c'est individuel. Et en fait, c'est un peu la même chose entre le burn-out et l'intoxication alimentaire, là, le parallèle que fait Adrien Chignard. C'est en mode, bah, si on se demande jamais si c'est pas la bouffe de la cantine qui est mauvaise, ou les conditions de travail, bah en fait, on va se dire, on va essayer de traiter les gens, de dire, ok, bah il va pas bien, et bah voilà, on va les aider, ces gens, mais si on résout pas le problème, la cause, bah en fait, ça ne sert à rien. Tous ces exemples sont là pour faire comprendre que le contexte, encore une fois, l'apprentissage le plus important de toutes mes années de psycho, c'est le contexte est hyper important. Et j'avais noté justement, les RPS ne sont pas des problèmes personnels. Bah c'est exactement ça, c'est pas des problèmes personnels, c'est des problèmes organisationnels, de conditions de travail, d'environnement. Ah aussi un truc qui m'énerve, mais ça je le savais déjà, mais on essaie toujours de quantifier le travail. Mais en fait, on essaie de quantifier le travail, mais on n'arrive pas à capter ce que c'est le travail réel. Parce qu'il y a une différence entre, justement, on parlait beaucoup cette année de travail prescrit, les tâches qu'on va vous donner à faire, et la réalité de ce que vous faites, en fait, le travail réel. Qu'est-ce que concrètement vous faites quand on vous donne une tâche? En fait, quand on vous donne une tâche à faire, même si elle est simple, il y a toujours des ajustements qui sont faits, qu'ils soient explicites ou pas, mais il y a toujours, j'ai pas d'exemple sous la main, mais en gros, le travail prescrit n'est jamais égal au travail réel. Le problème, c'est que nous, on compare toujours les objectifs, les résultats par rapport au travail prescrit, mais on se dit pas, bah ouais, le travail réel, c'est beaucoup plus complexe en fait. Il y a toute une complexité. Et c'est pour ça que le travail est aussi un opérateur de santé, c'est parce que c'est pas juste un truc où on applique bêtement comme un robot ou une IA, c'est en mode, on va réfléchir à plein de choses, à ajouter notre côté humain dans tout ça et aussi de faire des erreurs, hein, évidemment. Et du coup, on essaie de quantifier sans cesse ce travail, mais en fait, on n'approche jamais la quantification du travail réel. Et en fait, on est dans un système gestionnaire du travail. Toutes les entreprises, elles essaient de quantifier absolument tout. Et en fait, moi, je pense personnellement, c'est une opinion, que c'est pas forcément une bonne chose, et je pense qu'il n'y a pas que moi qui le dis, mais le système gestionnaire du travail est hyper délétère pour justement la santé des travailleurs. On arrive vers la fin là, de cet épisode, et j'ai bientôt fini de vous raconter tous mes apprentissages. Il y en a plein d'autres, mais bon, il fallait faire un résumé. Je vous parlais de capitalisme, on l'a un tout petit peu évoqué. Et en fait, je vous parlais aussi de la posture de psychologue, c'était d'ailleurs plus ou moins la conclusion de ma soutenance de stage et de mémoire. C'est qu'en fait, on a une position assez complexe, parce que nous, on a des objectifs qui sont prétendument complémentaires. On a les actions ayant comme objectif l'intérêt de production, le capital, l'amélioration des performances. Et on a aussi d'un côté les actions ayant comme objectif l'intérêt des travailleurs, ce qu'on appellera le travail. Donc l'amélioration de la condition du personnel. Et du coup, notre rôle, il semble avoir une espèce de double finalité. On est un peu entre, si vous voulez, on est un peu entre deux eaux, entre ce capital et ce travail. Mais en fait, cette impression d'avoir un double rôle, nous, les psys du travail, la seule finalité compatible avec l'objectif de notre propre discipline, c'est aider l'humain au travail. Donc en fait, notre seul objectif, ça doit être l'intérêt des travailleurs, le travail, pas le capital. Et d'ailleurs, justement, on est des PTO, des psychologues du travail et des organisations, et on n'est pas des PCO, des psychologues
du capital et des organisations. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les travailleurs. Mais tout ça, ok, on peut se dire, ok, les psys du travail, c'est un peu les gentils, ils s'occupent des travailleurs, ils s'occupent pas du tout du capital. Mais dans la réalité, on fait face à quelque chose qui est intéressant, et c'est là où la posture est un peu complexe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir plusieurs conditions d'exercice de notre propre métier. Je vais vous en parler de deux. C'est déjà que nous, on travaille sous l'approbation, où on est embauché par des dirigeants des structures du travail, par des dirigeants d'entreprise. Donc on va travailler sous leur approbation, que vous soyez salarié ou pas. Et du coup, voilà, déjà, on a ce premier truc. C'est pas, on travaille sous l'approbation. Et deuxièmement, le psychologue du travail, il n'a aucun pouvoir décisionnel sur la mise en œuvre des recommandations. Il peut faire toutes les recommandations qu'il veut. Si l'entreprise a dit bah non, ça c'est trop compliqué, ça on le fera pas, ça machin, à la fin c'est pas vous qui décidez, le psychologue, c'est l'entreprise qui dit on fait ci, on fait ça. Et là, voilà, c'est vraiment intéressant parce que nous, on doit être dans cet entre-deux. Et en fait, ça vient du cours d'éthique. C'est là où le cours d'éthique m'a servi. C'est qu'on a une posture un peu entre capital, travail, travailler sous l'approbation, on n'a pas de pouvoir décisionnel. Et du coup, on va rentrer, et ça c'est discutable justement au niveau de l'éthique, c'est que on est obligé de rentrer dans un espèce de jeu de séduction. Déjà pour vous faire embaucher ou vous êtes indépendant et vous voulez obtenir une mission auprès d'une société, bah, une espèce de jeu de séduction. Parce que si je vous parle que d'amélioration des conditions de travail, machin truc, évidemment il y a des entreprises qui vont être sensibles et vont se dire oui ok mais nous ce qu'on veut en fait c'est améliorer les performances, c'est améliorer les sous quoi, enfin on veut des sous. Je caricature un tout petit peu mais bon pas tant que ça. Et nous on est un petit peu dans cet entre-deux donc il faut leur dire voilà nous je l'ai jamais vraiment fait mais faut travailler, voilà le but nous c'est d'améliorer les conditions de travail et ça vous fera augmenter votre performance et etc. Mais en fait, si vous voulez, nous, on s'en fiche un petit peu, en fait, d'augmenter l'amélioration des performances. C'est pas notre objectif, parce que nous, on a une seule finalité, c'est aider l'humain au travail, c'est le travail. Et alors, c'est hyper facile à dire, mais en fait, dans la réalité, faut jouer un peu ce jeu de séduction, finalement, de dire, bah voilà, les performances, tout ça, oui, ça va améliorer les performances, c'est sûr, ça a été démontré, hein, c'est pas le problème. Mais en fait, nous, on s'en fiche un petit peu. Donc, pas évident. Et pareil sur le côté, on n'a aucun pouvoir à la fin, on va proposer des recommandations, co-construites, etc. Très bien. Mais en fait, au final, c'est pas nous qui choisissons, c'est la structure, c'est la direction, les managers, que sais-je. Ce que disait l'auteur dans son article, c'est qu'au final, on joue aussi un jeu de séduction là-dessus, mais peut-être, enfin pas de séduction, mais plus, on va intégrer ça dans notre tête, on va intérioriser ça, et on va proposer finalement, c'est pas forcément conscient, hein, des recommandations moins extrême. J'ai pas d'exemple, mais si on recommande quelque chose qui est peut-être à nos débuts, je ferais peut-être ça, recommander, ça peut être bien pour tester, hein, mais recommander des choses un peu, voilà, qui viennent secouer un peu l'organisation dans le bon sens, évidemment ça a été construit, mais on imagine que j'ai proposé des choses un peu plus extrêmes comparé à ce que pensait l'entreprise, bah, peut-être qu'elle va directement les foutre à la poubelle, et je dire, bah ok, bah c'est bien ce qu'on a fait, ça n'a pas servi à grand chose. Du coup on est un peu coincé, et on va peut-être intérioriser ça au fil des années, et peut-être recommander des choses qu'on sait qui vont être acceptées ou un petit peu challengées, mais on sait que ça va marcher. Du coup, il faut arriver à trouver cette espèce d'entre-deux qui est... Je trouve que c'est vraiment pas évident, et ça, je pense que ça se fait par l'expérience, il n'y a pas vraiment d'autres solutions. Donc voilà, pas évident ce rôle. Et en fait, ce que disait une de nos professeurs, c'est qu'il faut être rusé, elle a beaucoup répété ça, il faut être un peu rusé. Et c'est un peu ce que je vous parle là, le jeu de séduction, il faut être rusé en tant que psychologue du travail, par rapport à tout ce que je vous ai dit avant. Voilà, soyez rusé, je sais pas comment on fait exactement, mais ça doit venir avec l'expérience. Et pour terminer, la fin de ma soutenance, justement, c'était par rapport à un article, où on parle encore une fois un peu de trois rôles qu'on peut nous imposer. Je m'explique. Vous êtes psychologue du travail, vous arrivez dans une organisation, et en fait, souvent, vous allez avoir trois rôles. Le rôle de pompier, donc a posteriori des problèmes, et pas en amont, donc on n'est pas en prévention, on arrive vraiment, c'est le bordel, il y a des conflits, ils se tapent dessus, j'en sais rien. Du coup, mode pompier, et du coup, nous, ça nous permet pas d'agir en prévention. Ils avaient parlé du rôle du magicien, donc on est davantage sollicité pour évangéliser, on est davantage sollicité pour évangéliser, on est davantage sollicité pour évangéliser que pour agir sur le problème.
C'est-à-dire que voilà, le problème c'est l'individu et non l'organisation. Par exemple, ouais, il y a de la résistance au changement. Et du coup, le but, ça va pas être d'agir sur cette résistance au changement, mais ça va être d'expliquer pourquoi il y a de la résistance au changement aux gens. Et voilà, on revient sur ce côté un peu problème individuel. Et en fait, ce rôle de magicien, c'est que vous n'allez pas agir sur le problème, mais vous allez du coup en parler. Ce qui ne sert pas à grand chose. Le dernier rôle, c'est le rôle d'expert. Donc vous êtes psychologue du travail. Et vous pouvez être utilisé, hein, entre guillemets, donc instrumentalisé, pour fournir justement des instruments qui serviront dans les organisations à justifier certaines politiques. Et ça, c'est pas évident en fait, c'est d'arriver avec toute une gamme, je sais pas, de tests, etc. Et d'être instrumentalisé pour justement être utilisé par les différentes entreprises. Alors évidemment, là, je vous parle de rôle, donc le pompier, le magicien, l'expert, qui peuvent paraître très caricaturaux, mais dans la réalité, bon, clairement, le pompier, c'est le bordel, on arrive, bah, je pense que c'est un grand classique. Le côté magicien, donc pas agir sur le problème, mais justement être un peu le porte-parole ou de dire ah bah voilà, le psychologue du travail va vous parler de la résistance au changement, que c'est compliqué souvent pour les gens. Mais en fait, il faut peut-être agir sur cette résistance au changement, pourquoi elle a lieu. Il y a sûrement plein de raisons qui l'expliquent, mais non, on va pas agir là-dessus. Ça doit aussi être un classique. Et l'expert, ça je sais pas trop, mais arriver avec des instruments qui pourraient justifier justement certains choix de leur organisation. Si je résume tout ça, du pompier, du magicien, de l'expert, bah c'est qu'il y a des rôles qui parfois sont difficiles, que les entreprises nous mettent directement dessus, et nous on a du mal une difficulté à faire comprendre notre rôle, de à quoi on sert concrètement dans l'organisation, parce qu'évidemment on sert, mais c'est pas évident à expliquer. D'autant plus s'ils arrivent déjà avec un a priori, en mode vous allez faire ci, vous allez faire ça. On va dire non, en fait, ça va pas se passer comme ça. Ça paraît évident à dire comme ça, faut avoir une très bonne assertivité, surtout quand on est débutant, en fait. C'est ça le truc, quand t'es débutant, bah souvent tu fais ce qu'on te dit de faire, mais là, en fait, psy du travail, c'est vraiment un truc. Un truc que j'ai retenu, voilà, peut-être de cette année, c'est que c'est vraiment un rôle pas évident à porter, pas évident à expliquer, à définir, et peut-être pas facile à vivre des fois, ça peut sûrement créer des tensions identitaires. Donc tout ça pour dire que ce n'est pas un rôle évident, mais tellement intéressant. Il faut éviter ce risque d'instrumentalisation qu'on entend souvent parler en cours, mais je pense qu'il faut le vivre en fait pour comprendre, de se dire, et je pense que ça arrive à la fin de premières interventions, on se dit merde, mais en fait là clairement l'entreprise m'a utilisé, mais je l'ai même pas vu venir, ou je l'ai vu vraiment bien trop tard, ou enfin ça arrivera, hein, c'est sûr. Bah voilà ce que je peux vous dire, hein, sur mes apprentissages. Je pense que c'est assez complet. Je pense que voilà un peu ce que j'ai retenu. Et bah c'est fascinant. Franchement, ce boulot est fascinant et je suis très content de faire cette reconversion. Et j'ai hâte de voir le Master 2. Parce que, eh oui, maintenant je peux aller en Master 2, mais quel plaisir. Et de voir ce que l'année prochaine nous réserve. Voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Et j'ai essayé de me confier sur ce que j'ai appris. Et j'espère que ça vous servira. C'était un plaisir de partager ces apprentissages avec vous. Je vous donne donc rendez-vous dans un futur épisode et vous dis à bientôt.